Faut arrêter avec ces morning routines, ces trucs à la con. Faites les choses que vous avez envie de faire, qui vous font du bien, et jetez à la poubelle tout le reste, quoi. J'ai des moments où juste je m'allonge, je mets les Simpsons, je mets Kaamelott, je mets South Park, et je bouffe un bout de chocolat, tu vois, ou une glace. Et c'est ok en fait. Il y a un moment, faut souffler aussi. On peut pas être à fond 14 heures par jour, leur monk mode, la founder mode à la con. C'est juste une usine à burn-out. Comment tu te sens d'être à la tête d'une boîte qui fait 3 millions et qui contient 20 à 30 personnes? J'en parlais avec un ami l'autre soir. Je crois que je réalise pas. Je réalise pas que Coleman Publishing, en moins de 4 ans, on fait 3 millions par an. Je crois qu'on est 32 actuellement en tout, avec les freelances et tout. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 10 ans, j'étais un mec en jogging dans sa chambre avec son ordi sur les genoux et qui faisait des revenus normaux. Et 10 ans après, je fais partie des meilleurs en France dans ma sous-niche. Et avec les chiffres qu'on vient de dire, mais je suis toujours un mec en jogging, assis dans sa chambre avec son ordi sur les genoux. Et ça aide pas à réaliser, tu vois. De plus en plus, je me fais arrêter par des gens dans la rue qui disent qu'ils aiment les vidéos. Je suis invité pour faire des talks, des podcasts, des conférences, etc. Et ça a quelque chose de très irréel, puisque moi, ça fait 15 ans que je répète les mêmes trucs. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, l'effet boule de neige, etc., fait que ça prend de l'ampleur et ça commence par être écouté. Et ça a un côté un peu triste, tu vois, je dis précisément les mêmes choses aujourd'hui que je disais il y a 15 ans, sauf que vu que je fais 3 millions par an, maintenant, elles sont plus intéressantes. Et Hormozy en parle, c'est pourquoi vous devez m'écouter. Et en fait, le même conseil donné par Alex Hormozy, par Warren Buffett, par Barack Obama, par moi ou par Jojo le Clodo, même si c'est un bon conseil, il n'est pas entendu de la même façon. Je pense que juste avec les années, j'ai gagné entre guillemets mes galons de légitimité pour que ce bon conseil qu'il était déjà au début puisse être entendable par les gens. Mais du coup, pour répondre à ta question, non, je réalise pas, je comprends pas en fait. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai pas tellement changé mon quotidien. J'ai plus de moyens financiers, c'est sympa, c'est agréable, hein. Mais je roule avec une voiture normale, j'ai des dépenses, alors qui ont augmenté, hein, mes dépenses du quotidien, mais qui sont restées relativement normales par rapport à mes revenus. Je m'habille relativement normalement. Alors ouais, je porte une belle montre parce que j'aime vraiment bien ça, etc. Mais moi, à côté de ça, je roule avec une voiture éclatée. Je pense pas que je sois en mode ouais, il faut rester simple. Non, c'est juste que profondément, je m'en fous en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être posé avec des gens que je trouve intéressants, que j'aime bien, de m'asseoir, de boire un verre, de refaire le monde. J'ai pas besoin d'être sursapé pour ça. J'ai pas besoin d'être au Ritz pour ça. Ça veut pas dire que j'aime pas, hein. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Juste que une fois de temps en temps, c'est bien. Pas besoin de vivre comme ça toute l'année. Et je pense que juste, j'aspire à des trucs relativement normaux, hors exception. Donc j'ai une vie normale, malgré la réussite de mon entreprise. Je mets entre guillemets parce que à notre échelle, c'est une réussite, mais en fait, par rapport à plein de trucs, c'est faut pas oublier que les plus petites entreprises en bourse, les small caps, c'est 250 millions de chiffre d'affaires. Nous, on en fait 3, voilà, on est une fourmi. Mais bon, en fait, si tu veux, tout ça cumulé fait que en fait, j'ai un quotidien assez normal par rapport à ce que je fais, et donc, en fait, ça me fait rien. C'est cool, je suis content, je kiffe, hein, j'adore mon métier, mais je l'adorais quand je faisais pas 3 millions aussi. Et je l'adorerais toujours pareil quand j'en ferais 10 ou 100. Donc en fait, le fondamental derrière ça, c'est que le chemin et le geste sont plus importants que les résultats. Les résultats, c'est une conséquence sympa. Comment t'es arrivé à cet état un petit peu d'alignement où voilà, t'es à l'aise, tu te prends pas la tête, tu te vas pas t'habiller bien, etc. pour prouver, tu peux venir en peignoir, en haut de site. Comment t'as trouvé, qu'est-ce qui... Ceci est vraiment arrivé. Comment t'as trouvé qu'est-ce qui avait de la valeur pour toi? Et aussi dans ta gestion financière, du coup, dans quoi tu as envie d'investir beaucoup, dans quoi tu peux être frugal et tu t'en fous? Il y a ça, tout le monde répète la même chose. Oui, moi je valorise les expériences. Non, je valorise aussi les objets. J'aime bien être dans une belle maison, j'aime bien payer des trucs cool, j'aime bien bouffer, bien boire, etc. Je m'en fous des voitures. Mais par contre, ce que je valorise le plus financièrement, c'est l'accès à des gens brillants, hyper intéressants toute l'année, auxquels j'avais pas accès avant. Parce que ces gens-là, en fait, sont sur toute la planète, ils sont déjà très sollicités. Donc en gros, c'est soit tu payes un bout de rein pour avoir accès à eux dans un mastermind, soit il faut avoir un coup de chance, quoi. Mais globalement, aujourd'hui, je peux avoir accès à tous les gens les plus brillants que je peux trouver sur Internet, juste en payant. C'est trop cool. Derrière, en termes de gestion financière, Ramit Sethi l'explique très bien. Il disait en gros, créer ce qu'il appelle rich life, donc la vie riche. C'est en gros surdépenser x10 sur les trucs qui ont du sens pour vous, et sous-dépenser divisé par 10 sur les trucs qui en ont pas. J'ai une montre chère, je mange que des bonnes choses, mais je roule avec un Scénic cabossé, parce que je m'en fous. Je paye hyper cher pour des masterminds, des formations et des coachs, mais je m'habille relativement normalement. Alors il y a toujours des petits malins dans les commentaires, oui, son suite comme des garçons, il est vachement... Oui, c'est parce que je l'aime bien, mais j'en ai un, quoi, arrête de saouler. Et puis même si j'en avais 10, en fait, je t'emmerde. Je fais ce que je fais, putain, mon argent, merde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je dépense pour ce qui m'intéresse, mais pas pour ce que la société valorise. Et des fois, ce qui m'intéresse match avec ce que la société valorise, et donc là, je dépense de l'argent comme tout le monde sur Instagram pour faire le malin. Et il y a des fois où la société valorise des trucs où je m'en tape. Et donc là, je dépense rien. C'est vraiment
savoir profondément ce qui t'intéresse. T'as Morgan Housel qui a fait un livre qui est très bien, qui s'appelle La psychologie de l'argent, qui explique justement comment on dépense, pourquoi on dépense, par rapport à qui, etc. Si un avocat il s'achète un costume à 15 000 balles, peut-être que ça va le faire monter en termes de statut social et donc il aura plus d'argent à la sortie. Moi je travaille de chez moi dans ma chambre. En fait, à part si je m'achète un slip plaqué or, je vois pas tellement, personne me voit en fait, à part quand je tourne. Donc la plupart du temps, je m'habille que pour moi, parce que personne me voit, ma femme. Mais du coup, il faut que je sois juste assez bien habillé pour que ma femme ait pas l'impression de vivre avec un clodo et que moi je me sente bien dans ma peau. Mais pour ça, j'ai pas besoin d'un costume à 20 000 balles, tu vois. T'investis aussi beaucoup dans tes équipes, enfin dans les gens avec qui tu travailles. Ouais, ça c'est hyper important. Travailler avec les meilleurs, bien payer les gens. Alors bien payé, c'est pas surpayé, parce que surpayé c'est pas bon, hein, mais bien payé par rapport au marché, à ce que les gens valent, et proposer des primes, et proposer des services en plus, et essayer de les aider, etc. Mais travailler avec des personnes compétentes, bien les payer, avoir une vision long terme avec eux, construire des trucs avec eux sur la durée, pas être avare dans ce que tu donnes, aussi bien en argent qu'en expérience qu'en conseil, ça permet de créer des relations long terme. Et Naval Ravikant qui dit long term game with long term people, des jeux long terme avec des gens de long terme. Et quand on a dit ça, on a tout dit en fait. Je rêve que dans 25 ans, l'ampleur de mon entreprise, on ait rajouté x100, que je sois avec les mêmes gens qui ont aussi rajouté x100, et qu'on continue tous ensemble à jouer à des jeux qu'on aime. Parce que le business n'est qu'un jeu. Et quand on comprend ça et qu'on est amoureux du processus, ça ne veut pas dire que j'aime pas le résultat. Hein. Encore une fois, j'aime bien gagner de l'argent. Hein. Pas commencer à se raconter qu'on n'est pas là pour ça. C'est le but d'une entreprise de toute façon. Mais j'aime le jeu plus que le résultat. Et j'aime ce que le jeu permet. Xerius, qui gère tout notre marketing, avec son agence Wheelever, me demandait récemment qu'est-ce qui est le plus important pour toi, à travers le business en tout cas. Et je disais l'influence que ça me procure, le pouvoir que ça me procure, les opportunités, les rencontres. Et il me disait si tu avais tout ça mais pas l'argent, ça tirait? Oui. Parce qu'en fait avec tout ça, je peux avoir tout ce que je veux même sans l'argent. L'argent n'est qu'un moyen de créer ça. Et donc je suis plus intéressé par le processus que par le résultat, même si j'aime bien le résultat quand même. Et du coup, dans ce processus, tu grossis, tu as des gens autour de toi, etc. Est-ce que parfois, le fait de travailler avec 30 personnes, ça peut se manifester par une forme de pression, de se dire, ok, si je plante ma boîte, bah, ça va impacter aussi un peu leur vie quelque part La pression, elle n'est pas que là. La pression, elle est partout quand tu es chef d'entreprise de toute façon. Moi, ma vie professionnelle, quelque part, c'est marcher sur une corniche et faire gaffe à pas tomber. Et tomber, c'est le burn-out. Ou le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan étant beaucoup moins grave que le burn-out. Hein. Parce que si on plante une entreprise, c'est pas grave, on peut recommencer. Hein. Le burn-out, c'est assez sévère. Et moi, il y a plein de fois où je flirte avec la limite, parce que la charge mentale, en fait. J'ai 30 personnes qui dépendent de moi, plus nos clients, plus j'ai une exposition publique. J'ai des responsabilités, en fait. Et ces responsabilités, il y a des jours où elles sont extraordinaires, et il y a des jours où elles sont super dures. Le nier, ce serait débile. Est-ce que ça met une forme de pression? Pas tellement en fait. Nos clients, je leur dois contractuellement ce que je leur ai vendu. Les équipes, je leur dois contractuellement ce que je leur ai promis. Ça s'arrête là. J'ai le droit à l'erreur, je suis un humain en fait. Et je fais de mon mieux pour pas laisser tomber les gens qui comptent sur moi, mais j'ai le droit à l'erreur. Et j'espère ne jamais me planter, mais si un jour ça arrive, ça arrive. Ce sera dur, et on continuera d'avancer. C'est pas grave. Faut pas se mettre de pression vis-à-vis de l'échec. Parce que l'échec n'en est pas vraiment un. Le seul échec vraiment réel, c'est un échec mortel. C'est que tu te plantes tellement fort que tu peux pas te relever. Faut déjà y aller. Hein. Moi, j'ai pas de gros levier bancaire, trucs comme ça. J'ai pas d'échec mortel. Je peux me planter, mais rien qui m'empêche de me relever. Et donc, il y a moins de pression. Et quand tu parlais de frôler le burn-out, par exemple, comment ça se manifeste? Comment tu ressens ça? Scaler une entreprise avec tout ce que ça demande, de friction, de fluctuation, de charge mentale, plus 30 personnes qui ont des trucs à te dire. Alors, je suis pas leur référent à tous, hein, mais t'as 30 personnes qui ont des trucs à te dire, plus 250 clients qui ont des trucs à te dire, plus être père de famille, plus essayer d'être un bon mari, plus essayer d'être en bonne santé. Ça fait beaucoup de trucs à gérer pour un seul humain. Souvent, ça va, mais il y a aussi des matins où t'as l'impression d'avoir une chape de plomb sur le dos et te dire que tu n'y arriveras jamais. Si t'as créé les bons automatismes, tu vas parler au plus urgent, il y a des trucs que tu y arriveras, il y a des trucs qui n'y arriveras pas, et puis de toute façon, à la fin de la journée, tu feras de ton mieux, c'est pas grave quoi. Ça sert à rien d'essayer de croire qu'on peut être parfait, on peut pas. Donc de toute façon, sur tous les domaines de vie, sur les 5-7 domaines de vie principaux, il y en a un ou deux que tu vas complètement laisser tomber et planter le temps d'eux. Il y en a 2-3 que tu vas maintenir un flow et tu vas pouvoir en travailler un ou deux. C'est illusoire de croire que tu vas pouvoir développer les 7 en même temps. Je crois que c'est 7. On s'en fout. Donc à partir du moment où tu es OK avec ça, tu es OK avec ça. Moi actuellement, c'est famille, business, dans cet ordre. Santé, c'est un peu moins cool qu'il y a quelques années. Amis, c'est beaucoup moins cool qu'il y a quelques années. Vie spirituelle et personnelle et associative et tout ce que tu veux, alors là, c'est complètement à la trappe en ce moment. Et c'est OK en fait. En ce moment, c'est ma femme, mon fils, mon entreprise. Quand j'arrive à faire dépasser 2-3 trucs, genre un peu de sport, un peu de copains, c'est bien. Et il y aura d'autres phases de ma vie où ce sera différent. Là, je suis dans une phase comme ça. Et en fait, tu peux pas avoir plus de 2, peut-être 3, mais j'y crois pas, trucs dans une phase en fait. Et donc tu avances comme ça. Sur le droit à l'erreur, c'est un truc que comment tu as été amené à apprendre que tu avais droit à l'erreur? Est-ce que tu le savais depuis le départ? Si tu te plantes,
au pire quoi. Je vais pas me faire gronder par la maîtresse. Tu vois, enfin, les gens en face de moi seront pas contents. Bah, je dirais que je suis désolé, parce que probablement que je le serai. Je dirais que j'ai compris si j'ai compris. J'essaierai de mieux faire, je le dirai aussi, et je continuerai. Et il y a des gens qui comprendront, et on continuera notre bout de chemin ensemble. Il y a des gens qui comprendront pas. Ils resteront sur le côté, ils iront faire leur propre chemin. Et c'est ok en fait. Moi, j'ai le droit de me planter, j'ai la responsabilité de m'excuser si c'est le cas, et ensuite ça m'appartient plus. Il y a des gens qui accepteront mes excuses, d'autres pas. Tant pis. Peut pas faire plaisir à tout le monde toute la vie en fait. Je répète souvent, si tu fais ça pour être aimé, en fait, dans ce cas-là, il faudrait une bouteille de tequila ou un pot de Nutella, mais t'es pas dans le bon métier. Il y a plein de gens qui vont être déçus par moi, qui vont pas m'aimer, qui vont être en colère, et ça m'appartient pas. Je peux faire de mon mieux, mais derrière, comment c'est reçu ne m'appartient pas. Je fais pour le simple fait de faire, même s'il y a plein de jours où je me raconte une autre histoire que ça, hein, et ensuite advienne que pourra. Voilà. Et moi aussi, il y a certains jours où j'aimerais que tout le monde m'aime, et en général, je me rends vite compte que c'est pas possible. Quel garde-fou t'as mis en place pour te préserver mentalement? Psy, coach, lecture, prendre un peu de temps en nature quand tu peux, sport. Et j'ai surtout une femme qui est extraordinaire et qui m'aide à prendre du recul, quoi. Puis quand j'ai eu une journée de merde et que je me suis battu sur internet avec des gens toute la journée, je ferme l'ordinateur et puis je retourne voir mon fils. Et attention, tout ce que je dis là, c'est très virtue signaling. Regardez comme je suis en être réveillé. Non, 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 non. 1 milliard de fois où tout ce que je dis là, je le dis que pour moi et en fait j'arrive pas à l'appliquer. Et je suis en train de m'énerver, je suis pas content et je fous la merde chez moi parce que je suis une mauvais poil, etc. C'est ce que je dis là, c'est ce que j'intellectualise et ce vers quoi je tends. Plein de fois j'y arrive pas, comme tout le monde. Est-ce que tu arrives à déconnecter de ta boîte? Non, il m'est arrivé un truc en interview il y a pas longtemps qui était très drôle. J'étais sur le grand bain avec Charles Elias Farah et je suis un peu fatigué à ce moment-là. Et quand on est fatigué et que le cerveau il bug un peu, il répond le premier truc qui lui vient, même si ça n'a pas tellement de sens. Et il me dit qu'est-ce que tu fais pour déconnecter du boulot? Et je réponds boulot. Et je sais pas si c'était un lapsus ou si c'était juste une répétition de mon cerveau, mais la réalité c'est que je suis pas très fort pour déconnecter, tout simplement parce que j'aime profondément ça et que même avant que ce soit ma boîte dont je suis CEO, le marketing et le développement d'entreprise c'est une de mes passions. C'est vraiment un truc qui m'anime et que j'adore en fait. Si je suis pas payé, je le fais aussi. Et donc forcément en termes de déconnexion, c'est pas terrible quoi. Alors j'essaie de passer du temps en famille avec mes amis, de lire, d'être en montagne sans mon téléphone, etc. Mais la vérité c'est qu'il y a toujours 10% de mon cerveau en trame de fond qui essaye de voir est-ce qu'on peut scale, est-ce qu'on peut racheter ce truc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et je pense pas que ce soit excessivement sain, je pense pas que ce soit non plus particulièrement malsain. C'est comme ça, ce sera peut-être plus le cas demain, j'en sais rien. Là, toi, au stade de développement où t'en es, je sais que par le passé, t'étais plus en mode petit artisan du web, lifestyle business, etc. J'ai regardé récemment des anciennes interviews de toi et d'une autre personne avec qui je devais travailler. Et j'ai vu Jérémy d'il y a 4 ans qui disait « Je sais pas comment vous faites avec vos équipes, vos trucs compliqués, etc. Moi, j'en veux pas de tout ça. » Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête J'ai eu envie d'arrêter de jouer petit, d'arrêter de jouer lifestyle business et de monter une vraie entreprise, vraie entre guillemets, on tombe pas dans le sophisme. Globalement, si tu veux, moi je pense qu'il y a 3 étapes professionnelles et t'es pas obligé d'atteindre la 3e en fait, on s'en fout. Hein. J'ai un métier, j'ai un lifestyle business et 3e c'est ce que j'ai appelé une entreprise d'accompagnement à impact. Alors impact c'est pas le truc green là que tout le monde raconte, c'est juste à impact fort sur le marché. Et à un moment j'ai voulu passer du lifestyle business à la cour des grands et à dire je veux plus d'impact, je veux changer le marché, je veux construire un truc qui me dépasse quelque part. Et je veux aller jouer à ce nouveau jeu-là. Ça correspondait aussi à une phase de ma vie où je manquerais, où je me mariais, où je décidais d'avoir un enfant, où je m'installais, où j'arrêtais d'être nomade. Je pense que ça s'est fait naturellement et ça aurait pu ne jamais se faire et c'était une bonne réponse aussi en fait. Hein. J'ai eu envie d'aller jouer à ce jeu-là pour voir si on était capable parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit que c'était pas le cas. Visiblement ils ont eu tort. Mais ça veut pas dire que je jouerai à ce jeu-là toute ma vie. Peut-être que si. J'en sais rien en fait. J'avance, je regarde ce qui m'intéresse, je regarde ce qui m'anime, je regarde où va ma curiosité et je me dis que je peux faire machine arrière à tout moment. Tu vois, là, on était en mastermind il y a 3 jours. Il y a plein de grands entrepreneurs du web que tu vois méga confiants, etc. Grosse boîte, tout ça. Et en fait, en off, tu t'aperçois que tout le monde doute. Tu as des mecs qui disent « Ouais, on a fait un mois un peu plus petit, là. On s'est demandé si on n'allait pas shut down le business. Puis après, on s'est dit « Bon, allez, on va retourner travailler. » Comment toi, tu gères? Est-ce que tu as des phases de doute? Comment ça se manifeste? Comment tu gères ça? La question, c'est est-ce que j'ai des phases où je doute pas? Tout le monde croit qu'on a des mois qui sont bien, des mois qui sont pas bien. La réalité d'être entrepreneur, c'est que tu changes d'état émotionnel 14 fois dans la journée. Il m'arrive de me lever à moitié dépressif. Une demi-heure après, je reçois une bonne nouvelle et je pense que je vais conquérir le monde. La demi-heure d'après, je me dis qu'on va déposer le bilan. La demi-heure d'après, je me dis qu'on pourrait peut-être acheter Google. Puis la demi-heure d'après, je me dis que de toute façon, je suis un père et un mari à chier. Puis la demi-heure d'après, je me dis que je suis un être humain trop fort. Et c'est la réalité de l'entrepreneuriat en fait. Hein. On est quand même tous un peu bipolaires. Et ça fait partie du job.
Je pense que c'est pas possible que ce soit autrement. Tu vois. Et si t'es trop confiant, tu te plantes. Et si t'es trop dépressif, t'arrives à rien. Je dis dépressif de façon un peu caricaturale ici, c'est pas pour minimiser ceux qui vivent vraiment ça, hein. C'est pour illustrer quelque chose. Globalement, on doute tous et tout le temps. Il y a des fois, et dans certains contextes, on peut le montrer, d'autres pas. Moi, j'essaie de le dire assez librement. Je vois pas ce que ça change. En fait, je suis pas psy ou coach mindset. Hein. Je suis entrepreneur, quoi. Enfin, moi, ma compétence, c'est le marketing. Je peux être complètement déprimé, plein de doutes, ou pensant que je vais conquérir le monde. Ça ne dit rien de mon marketing, quoi. Tous les entrepreneurs doutent. Ceux qui disent que non, ils mentent. C'est tout. On le voit en off. Est-ce que tous les entrepreneurs se prennent des douches froides à 5h du mat'? Je pense qu'avant d'inventer l'eau chaude, on mourrait à 25 ans. À partir de là, vous en déduisez ce que vous voulez. Non, l'exposition au froid, ça a été prouvé que c'était bénéfique pour la santé. Les bains glacés le sont beaucoup plus que les douches froides. L'exposition au froid permet de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des trucs difficiles. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en faire à d'autres endroits de leur vie, je trouve ça très bien. Maintenant, quand tu as déjà une boîte, que tu fais déjà des trucs durs, que tu élèves un enfant, que tu fais du sport à plutôt haut niveau, entre guillemets, peu importe, enfin, à quoi ça sert de s'emmerder avec des douches froides, quoi. Faut prendre le truc pour ce qu'il a d'utile et faut jeter tout le reste. Et c'est comme tout le reste en fait. Méditer, c'est prouver de tous les côtés, par des études hyper poussées, que c'est bon pour le cerveau. Ça veut pas dire que parce que t'es un entrepreneur, tu dois méditer tous les matins. Faut arrêter avec ces morning routines, ces trucs à la con. Faites les choses que vous avez envie de faire, qui vous font du bien, et jetez à la poubelle tout le reste, quoi. À une époque, on entend beaucoup la suroptimisation, utiliser chaque minute au mieux, machin. C'est overkill. C'est des gens qui veulent optimiser le 0,001% alors qu'ils font pas le 80-20. Ça sert à rien. Est-ce que toi, il y a des moments dans ta semaine où tu fous rien, où tu regardes une glace devant Netflix? Tout le temps. Moi, j'ai des moments où juste je m'allonge, je mets les Simpsons, je mets Camelot, je mets South Park, et je bouffe un bout de chocolat, tu vois, ou une glace. Et c'est ok en fait. Il y a un moment, il faut souffler aussi. On peut pas être à fond 14 heures par jour, leur monk mode, la founder mode à la con. C'est juste une usine à burn-out. Alors quand t'as 20 ans et que t'es célibataire, tu peux le tenir bien plus longtemps qu'un mec comme moi qui est marié avec un enfant, mais tout le monde peut le tenir. Hein. Mais en fait, il faut se dire que invariablement, ce mode-là, à un moment ou à un autre, te pousse du mauvais côté. Et après, tu fais des choix. Moi, j'ai choisi d'être une vieille dame fatiguée. Pourquoi la vieille dame? Il y a un mème sur Internet qui dit tout le monde parle de son enfant intérieur. Moi, j'ai une vieille dame intérieure qui veut se coucher tôt et se moquer des gens. D'où la vieille dame intérieure. J'ai pas envie de m'épuiser. Je préfère chercher le travail avec le plus d'effets de levier. Et en général, c'est moins d'heures sur des meilleures choses au lieu que plus d'heures à bombarder. Et c'était pas forcément vrai à mes débuts, tu vois. À mes débuts, je faisais plus d'heures. Aujourd'hui, je travaille différemment. C'est quoi ton mode alors pour les mois à venir là? Essayer de trouver un équilibre autant que possible, même si j'y crois pas à l'équilibre. Hein, donc trouver un déséquilibre pas trop casse-gueule. Globalement, moi, mon rythme naturel, c'est de me lever vers 5h, de bosser un peu, de faire un peu de sport, ensuite de passer 1 heure avec ma femme et mon fils, ensuite d'aller en rendez-vous, manger, faire la sieste, rebosser 1 heure ou 2, couper à 17h, me coucher à 21h. Ça, c'est mon rythme normal. Et est-ce que tu aurais du coup un conseil que tu donnerais à Jérémy d'il y a 4-5 ans sur ses problématiques pro-perso? D'aller voir une psy plus vite. C'est pas miraculeux, hein, mais ça a quand même changé pas mal de trucs, quoi. Psy plus coach. Psy pour comprendre et regarder en arrière, coach pour changer et regarder vers l'avant. Les deux ensemble, vraiment, c'est le secret code, quoi. Si ce genre de sujet vous intéresse, on a fait une autre vidéo, on rentre beaucoup plus dans les détails, elle doit être là quelque part autour, vous cliquez et vous passez un petit moment de plus avec nous.